Mesdames et messieurs, le seul et unique génie derrière le système Harry, mon fils Maxime. Les applaudissements étaient assourdissants. Je suis resté figé alors que mon père, Bernard, tendait le micro à mon frère, un accro au jeu compulsif incapable de coder une seule ligne. Bernard s'est penché vers moi, son sourire imperturbable, et m'a asséné le coup qui a effacé 10 ans de ma vie. « Ne fais pas de scène, Chloé » a-t-il chuchoté, la voix glaciale. « Tu n'es que la mécanicienne. Les mécanos ne touchent pas de part dans l'entreprise. Maintenant, souris ou tu n'auras même pas tes indemnités de licenciement. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai plongé la main dans ma poche, sorti mon badge d'accès et je l'ai posé doucement sur la table en acajou. Il a émis un léger clic que personne n'a entendu par-dessus les acclamations. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Je suis passé devant les investisseurs, devant le champagne, et devant 1,2 milliard d'euros de technologie qui, sans qu'ils le sachent, étaient sur le point de devenir des presse-papiers très, très coûteux. Avant que je vous raconte ce qui se passe quand une mécanicienne décide d'arrêter de réparer le moteur, laissez un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Et avez-vous déjà vu quelqu'un s'attribuer le mérite du travail de toute votre vie? J'étais assise dans ma vieille berline de 10 ans, le moteur froid, écoutant les basses étouffées de la musique de célébration résonner à travers le béton du parking souterrain de la Défense. Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans et, depuis 10 ans, je suis un fantôme. À l'intérieur de cette tour, il portait un toast à l'avenir d'Harry Medtech. Il célébrait les prothèses robotiques de classe 3 qui pouvaient permettre à un homme paralysé de courir un marathon. Mais il ne savait pas comment ces machines fonctionnaient réellement. Ils ignoraient que chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité et chaque journal de conformité aux normes européennes portait mon empreinte numérique. Mon frère Maxime, l'architecte autoproclamé, ne savait même pas épeler le mot conformité. C'était un flambeur qui traitait les comptes de l'entreprise comme son casino personnel. J'ai passé ma vingtaine à nettoyer ses dégâts. Je travaillais 18 heures par jour pour corriger ses erreurs, couvrir ses traces et m'assurer que notre technologie ne tue personne accidentellement. Je signais chaque registre de sécurité parce que Maxime n'avait pas la certification d'ingénieur. J'étais le filet de sécurité qui le rattrapait à chaque chute. Vous pourriez vous demander pourquoi je suis resté. Pourquoi je les ai laissés m'utiliser pendant 10 ans? C'est une question que je me posais chaque fois que je rentrais seul chez moi en voiture pendant qu'ils partaient en vacances que j'avais payées. La vérité n'est pas simple. C'est ce que les psychologues appellent le piège de la cruauté normalisée. Mon père, Bernard, ne m'a pas brisé en un jour. Il m'a érodé lentement, méthodiquement, depuis mon enfance. Il m'a appris que l'amour était conditionnel. Il m'a appris que ma valeur n'était pas intrinsèque, mais fonctionnelle. Je n'avais de valeur que lorsque j'étais utile. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'avais gagné le premier prix au concours régional de sciences. J'ai couru à la maison, éclatante de fierté, tenant mon ruban bleu. Bernard ne l'a même pas regardé. Il a juste pointé Maxime, qui pleurait sur une petite voiture cassée. « Répare ça, Chloé » avait-il dit. « Ton frère est la statue. Tu es le socle. Sans toi, il tombe. Alors ne t'avise pas de bouger. » C'était la leçon. Je n'étais pas l'œuvre d'art. J'étais la structure de soutien. Je n'étais pas la star. J'étais la gravité qui empêchait leur monde de partir en vrille. Ils m'ont dressé à être invisible. Ils m'ont dressé à croire qu'être une bonne fille signifiait s'immoler par le feu pour qu'ils aient chaud. Ils pensaient que ce dressage durerait toujours. Ils pensaient que je m'effacerais silencieusement parce que c'est ce que font les socles. Ils restent immobiles pendant que la statue reçoit la gloire. Mais ils ont oublié une chose. Si vous retirez le socle, la statue ne fait pas que paraître moins impressionnante. Elle s'écrase au sol et se brise en 1 million de morceaux. J'ai regardé mes mains. C'étaient les mains qui avaient écrit le code. C'étaient les mains qui assuraient la sécurité de milliers de patients. Et c'étaient les mains qui détenaient la seule clé du royaume. Mon téléphone a vibré sur mes genoux. L'écran s'est allumé avec une notification que je recevais chaque jour depuis 3600 jours. C'était l'heure. La vibration contre ma cuisse était une sensation que je connaissais mieux que mon propre rythme cardiaque. 17 heures, la demande automatisée quotidienne du serveur central d'Harry. J'ai sorti le téléphone. L'écran brillait d'une simple boîte de notifications blanche. Validation biométrique requise. Administrateur niveau 5.
Autorisation des opérations quotidiennes. Pendant 10 ans, j'avais appuyé sur le bouton vert Accepter sans réfléchir. Je l'avais pressé le matin de Noël pendant que ma famille ouvrait des cadeaux sans moi. Je l'avais pressé pendant la réception de mariage de ma meilleure amie en me cachant dans les toilettes. Je l'avais pressé alors que j'avais la grippe, pendant des rendez-vous amoureux et pendant que j'enterrais ma grand-mère. Ce bouton était la laisse qui maintenait le chien à 1 milliard d'euros sur le droit chemin. Bernard pensait m'avoir dépouillé de mon pouvoir quand il a repris mon badge de sécurité en plastique. Il pensait que me virer signifiait que j'avais disparu. Il avait oublié qu'il n'avait pas juste bâti une entreprise. Il avait bâti un empire de dispositifs médicaux qui nécessitait un monarque certifié pour fonctionner. Et il venait d'exiler la reine. J'ai posé ma tablette sur le volant. L'entreprise diffusait l'événement en direct pour les marchés mondiaux. Sur l'écran, Bernard riait, trinquant sa coupe contre la flûte de l'investisseur principal. Derrière lui, le prototype de bras Harry Mark IV jouait une sonate pour piano délicate, ses doigts en titane bougeant avec une grâce fluide. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mon chef-d'œuvre. 0 par, ai-je chuchoté. J'ai regardé mon téléphone. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. Le bouton vert signifiait la sécurité. Cela signifiait maintenir la paix. Cela signifiait avaler l'insulte, rentrer chez soi et espérer qu'il me jetterait quelques miettes de gratitude plus tard. Le bouton rouge signifiait la guerre. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tremblé. J'ai appuyé sur refuser. Sur mon téléphone, un nouveau message a clignoté, autorisation refusée. Lancement du protocole d'urgence. J'ai regardé la tablette et le direct. La musique de piano s'est arrêtée instantanément. Le bras Harry n'a pas seulement ralenti. Il s'est figé en plein mouvement, ses doigts rigides, bloqués dans une sorte de rigor mortis protectrice. Le silence soudain dans la salle du conseil était plus fort que les applaudissements ne l'avaient été. Bernard a froncé les sourcils, tapotant à nouveau son verre, pensant que c'était une pause dans le programme. Il s'est tourné vers le prototype et a agité la main, s'attendant à ce que les capteurs de mouvement le repèrent. Le bras est resté inerte. Puis est venu le son. Une impulsion rythmique basse a commencé à retentir depuis la console d'affichage. C'était l'alarme mandatée par les régulateurs européens pour un dispositif non supervisé. Bip. 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 Les investisseurs ont arrêté de boire. Ils ont échangé des regards confus. Maxime s'est précipité vers la console, le visage pâle. Je l'ai regardé taper furieusement sur l'écran, essayant de contourner le verrouillage. On aurait dit un enfant essayant de piloter un vaisseau spatial en tapant sur le tableau de bord. Une grande bannière rouge a défilé sur l'écran de présentation derrière eux, remplaçant le logo Harry. C'était net, clair et impossible à ignorer, verrouillage système. Opération non autorisée. Superviseur agréé manquant. Toute unité désactivée. Le sourire de Bernard a disparu. Il a pivoté sur lui-même. Ses yeux scannaient la pièce, scannaient la foule, cherchant la seule personne qu'il venait de jeter comme une ordure. J'ai pris une gorgée de la bouteille d'eau tiède dans mon porte-gobelet. Le spectacle ne faisait que commencer. Le silence dans ma voiture a été brisé par la sonnerie que j'avais attribuée à mon père. Une sirène stridente et répétitive. Le nom Bernard clignotait sur l'écran du tableau de bord comme une menace. J'ai décroché. Je n'ai pas dit allô. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Rallume-le tout de suite, Chloé. Sa voix était si forte qu'elle saturait le haut-parleur. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan. Les investisseurs qui criaient, les chaises qui raclaient le sol, le bip incessant de l'alarme de sécurité. Je sais que c'est toi qui as fait ça. Je sais que tu l'as truqué. Je me suis adossé à mon siège, regardant le direct sur ma tablette. À l'écran, Maxime transpirait à travers son costume hors de prix, écrasant frénétiquement des boutons sur une console complètement morte. Je n'ai rien truqué, Bernard, ai-je dit, ma voix calme, presque ennuyée. Je t'ai dit que je n'étais que la mécanicienne, et comme je ne travaille plus là-bas, je ne peux pas autoriser les protocoles de sécurité. Ne me sors pas ce baratin technique, a-t-il hurlé. Tu as saboté la flotte. Tu as implanté un virus. Je te poursuivrai pour tout ce que tu possèdes. Je t'enterrerai si profond que tu ne travailleras plus jamais dans cette industrie. Ce n'est pas un virus, les jeux corrigés. C'est une fonctionnalité. Plus précisément,
c'est le mandat de supervision de 24 heures requis pour les dispositifs médicaux de classe 3. Sans un administrateur agréé pour signer biométriquement les journaux, le système passe en mode sans échec par défaut pour éviter de blesser les patients. Ce n'est pas du sabotage, papa, c'est la loi. Je me fiche de la loi. A-t-il rugi. J'ai des investisseurs ici. J'ai un contrat d'1 milliard sur la table. Répare ça. Il y a eu un bruit de lutte et puis la voix de ma mère est arrivée sur la ligne. Elle pleurait. Ce sanglot haletant et aigu qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me manipuler. Chloé, s'il te plaît, a supplié Valérie. Comment as-tu pu faire ça? Comment peux-tu être si cruel envers ton frère? C'était sa grande soirée. Il a besoin de cette victoire. Pourquoi essaies-tu de détruire cette famille? J'ai fermé les yeux une seconde. C'était le pivot classique. Quand les menaces ne fonctionnaient pas, il passait à la culpabilité. Il se fichait que Bernard vienne de me virer et d'effacer mon existence. Il se souciait seulement que je gâche la fête. Je n'ai pas détruit la famille, maman, ai-je dit. Tu l'as fait quand tu t'es assise là et que tu as regardé papa donner le travail de ma vie à un joueur compulsif. Tu as choisi ton camp. On t'a donné un travail, a-t-elle crié, le masque tombant. On t'a nourri. On t'a laissé jouer à la scientifique dans ce labo. Et c'est comme ça que tu nous remercies? En nous humiliant? Donne-moi le téléphone. Bernard l'a repris brusquement. Sa respiration était saccadée. Écoute-moi, petite ingrate. Je veux le code de déverrouillage maintenant. Donne-moi le mot de passe et peut-être que je n'appellerai pas la police. J'ai regardé ma main à nouveau. Le pouce qui avait appuyé sur refuser. Il n'y a pas de mot de passe, Bernard, ai-je dit. C'est une clé biométrique. Elle scannait le motif vasculaire unique de l'empreinte d'un ingénieur agréé. Spécifiquement, mon empreinte. Alors reviens ici, a-t-il exigé. Ramène-toi et débloque ça. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Et pourquoi bordel? Parce que tu m'as viré, ai-je répondu. Et comme tu l'as si clairement souligné, les mécanos ne touchent pas de part. Donc, à moins que tu ne prévoies de me céder 50% de l'entreprise dans les 5 prochaines minutes, mon pouce reste avec moi. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il bégayé, la réalité le frappant enfin. Tu ne peux pas juste partir avec les clés d'une entreprise d'1 milliard. Je viens de le faire, ai-je dit. Bonne chance avec les investisseurs, papa. J'ai entendu dire qu'ils détestent les surprises. J'ai appuyé sur l'icône rouge de fin d'appel sur l'écran. La connexion a été coupée. La sirène s'est arrêtée. Sur la tablette, j'ai vu l'investisseur principal se lever, boutonner sa veste et sortir de la pièce. Bernard lui a couru après, agrippant son bras. Désespéré, pathétique. J'ai passé la première. Je ne rentrais pas chez moi. J'y retournais. Pas pour réparer, mais pour finir le travail. Je suis rentré dans le hall d'Harry Medtech. L'agent de sécurité, le vieux monsieur Durand, ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il m'a juste fait passer le portique d'une main tremblante. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Je m'attendais à des avocats. Je m'attendais à une offre de règlement à l'amiable. Je m'attendais à ce que Bernard fasse glisser un morceau de papier sur la table avec un chiffre comportant trop de zéros, essayant de racheter sa dignité. J'étais naïve. J'avais oublié que lorsqu'on coince un narcissique, il ne négocie pas. Il anéantit. Les portes de la salle du conseil étaient ouvertes. L'atmosphère à l'intérieur était lourde, suffocante. Les investisseurs étaient toujours là, assis dans un silence tendu. Maxime était appuyé contre le mur, faisant défiler son téléphone, l'air ennuyé. Bernard se tenait en bout de table. Il ne transpirait plus. Il ne criait plus. Il ajustait ses boutons de manchette, l'air calme. Trop calme. Je suis là, ai-je dit en entrant dans la pièce. Parlons des parts qui m'ont été refusées. Bernard a levé les yeux. Il n'a pas souri. Il m'a regardé avec une performance d'une tristesse si profonde que pendant une seconde, j'ai failli y croire moi-même. Je suis désolé, Chloé, a-t-il dit doucement. Je ne voulais vraiment pas que ça finisse comme ça. Finir comme quoi? Comme ça? Il a fait un signe de tête vers la porte latérale. Elle s'est ouverte avec fracas. 4 hommes en blouson sont entrés en trombe.
Ils ne ressemblaient pas à des avocats d'affaires. Ils bougeaient avec la précision agressive des forces de l'ordre. Au dos de leur veste, en lettres jaunes grasses, police. Mon sang s'est glacé. Chloé Valmont, a aboyé l'agent principal en traversant la pièce en 3 enjambées. Les mains bien en évidence. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé en reculant. Je n'ai rien fait. Nous avons une déposition sous serment du PDG d'Harry Medtech alléguant l'espionnage industriel, la fraude informatique et le déploiement d'un rançongiciel malveillant, a déclaré l'agent. Il a saisi mon poignet, me faisant pivoter. J'ai regardé Bernard. Il secouait la tête, jouant à la perfection le rôle du père dévasté. Il tenait un dossier épais. Elle a truqué le système, a dit Bernard aux agents, la voix tremblante d'une fausse émotion. Nous avons les journaux. Elle a implanté un virus pour prendre l'entreprise en otage. Elle a exigé 50% des actions pour le débloquer. C'est du chantage. L'acier froid des menottes s'est refermé autour de mes poignets. Le bruit a résonné dans la pièce silencieuse. Je me tenais là, physiquement entravé, tandis que les gens que j'avais servis pendant une décennie regardaient. L'investisseur principal me regardait avec un pur dégoût. Pour eux, je n'étais plus l'architecte. J'étais juste une ex-employée aigrie et instable essayant de brûler l'immeuble. Je n'ai pas implanté de virus, ai-je dit, ma voix tremblant malgré mes efforts. C'est un protocole de sécurité. Vérifiez le code. Gardez ça pour le juge, a dit l'agent en resserrant les menottes. Maxime s'est décollé du mur. Il s'est approché de moi, affichant un large sourire. Il s'est penché tout près. Si près que je pouvais sentir le whisky hors de prix dans son haleine. Je te l'avais dit, Serette, a-t-il chuchoté. Papa a toujours une longueur d'avance. Tu pensais pouvoir voler ma compagnie? Profite bien de la prison. Ma mère, Valérie, était assise dans le coin. Elle ne pleurait plus. Elle regardait le sol, refusant d'être témoin du monstre qu'ils avaient créé. Bernard, ai-je dit en regardant directement mon père. Tu sais que c'est un mensonge. Tu sais que je n'ai rien truqué. On a essayé de t'aider, Chloé, a dit Bernard d'une voix forte, jouant pour les agents. On t'a donné un travail. On t'a donné un but, et tu nous as trahis. L'agent m'a poussé vers l'avant. On y va. Alors qu'il me faisait marcher vers la porte, mon esprit s'emballait. Ils avaient prévu ça. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas me battre techniquement, alors ils ont décidé de m'enterrer légalement. Ils m'avaient piégé. Ils avaient transformé mes propres mesures de sécurité en une arme. J'ai regardé les prototypes, toujours figés, clignotant toujours en rouge. Bernard pensait que mon arrestation résoudrait son problème. Il pensait que si j'étais dans une cellule, il pourrait me forcer à donner les clés. Il ne réalisait pas qu'en me mettant les menottes, il ne m'avait pas seulement piégé. Il venait de marcher directement dans un piège fédéral dont il ignorait même l'existence. L'agent m'allumait droit, mais j'ai gardé les yeux sur le message clignotant derrière Bernard. Verrouillage système, protocole réglementaire 21 à 11. Bernard rayonnait de victoire. Il avait pris mon travail, m'avait effacé de l'entreprise et prévoyait maintenant de m'emprisonner pour finir le travail. Mais il avait oublié l'investisseur principal. Attendez, a dit l'investisseur en pointant l'écran. Ce code d'erreur n'est pas un virus. C'est la conformité fédérale. J'ai dit à l'agent de chercher la réglementation sur les dispositifs médicaux critiques. Quand il a vérifié, la vérité s'est dévoilée rapidement. En me supprimant, moi, la seule superviseur réglementaire agréée, ils avaient forcé l'arrêt de l'installation par la loi et exposé l'entreprise pour opération illégale, un crime grave. Je lui ai dit d'examiner les journaux. Ce n'était pas des piratages. C'étaient mes audits de sécurité. Et derrière eux se cachait le vrai scandale, Maxime contournant les limites de sécurité et falsifiant les données pour faire grimper le cours de l'action. C'était pour ça qu'il m'avait viré. L'investisseur a vu les preuves et a explosé. Un investissement d'1 milliard avait été bâti sur une fraude. Quelques instants plus tard, les menottes ont quitté mes poignets et se sont refermées sur ceux de Bernard et Maxime. 3 mois plus tard, Harry Medtech n'existait plus, saisi, liquidé et en faillite. Maxime a plaidé coupable et est allé en prison. Ma mère a abandonné le navire et m'a supplié pour de l'argent. Je l'ai ignoré. Je suis revenu seulement pour racheter de l'équipement pour ma nouvelle entreprise aux enchères. Bernard était là, libéré sous caution, hurlant sur les déménageurs,
vidant son bureau. Et ça m'a enfin frappé. Son pouvoir n'avait jamais été réel. C'était juste de l'argent en volume. Sans liquidité, il n'était personne. Il a essayé de me donner un ordre une dernière fois. Je suis parti. Dehors, le soleil a frappé mon visage alors que je déverrouillais les serveurs de ma nouvelle entreprise. Mon nom, ma licence, mon avenir. Parfois, la seule façon d'avancer est de laisser le mauvais système s'effondrer et de construire le vôtre.